Horizon PhD, une série Papa PhD propulsée par le Fonds de recherche du Québec. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Horizon PhD. Aujourd'hui, je t'apporte ma conversation avec Alexandra Gelé, qui est dans le programme des scientifiques en résidence en ce moment au sein du Comité consultatif sur les changements climatiques auprès du ministère de l'Environnement. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Alexandra Gelé. Déjà, bonjour et content de t'avoir ici sur Horizon PhD. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire quel est ton rôle auprès du Comité consultatif sur les changements climatiques et dans ce comité, donc auprès aussi du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs? Allô tout le monde, David, content d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait un bout que je te suivais puis que j'avais bien hâte de t'en jaser un peu plus officiellement de mon nouveau poste qui a, je pense, le titre le plus incroyable que j'aurais jamais pu imaginer, scientifique en résidence. Je peux te dire qu'en conférence, je fais fureur avec un titre de même là. Sur mon CV pendant quelques années, ça va être quand même encore très drôle, puis je pense que j'ai pas fini d'avoir à l'expliquer un titre de même. Et aussi parce que je travaille en plus avec le comité, comment je vais l'appeler pour les prochaines minutes, donc le comité consultatif sur les changements climatiques, qui lui aussi est une belle patente, pas mal inconnue. Donc, scientifique en résidence sur un comité inconnu, je peux te dire que ça fait lever des sourcils, comme tu vas le faire à l'instant. C'est quand même toujours quelque chose. Mais j'en suis très contente et c'était vraiment une superbe opportunité. Donc vraiment, ça a été jusqu'à présent quelques mois, puis il m'en reste encore quelques-uns. Une expérience assez unique, puis j'ai eu la chance d'avoir participé à ça, mais effectivement, ça a été un peu du sur-mesure, entre guillemets, au sens où j'étais la première à l'occuper, donc ça vient aussi un petit peu, c'est sûr, avec des attentes du comité qui comme, a ouvert le poste avec les FRQ, mais aussi qu'est-ce que moi je peux apporter au niveau de mon expérience, mon expertise, puis mes intérêts avec ce comité. Donc pour en dire un petit peu plus sur cette patente paragouvernementale, le comité, qui est comme tellement, tu sais, comité en plus, ça veut comme le comité, comment je l'appelle, on dirait comme, ok, c'est un petit comité, non, c'est comme, c'est une patente officielle, ça s'appelle le comité, tu sais, fait que bref, on passera sur la, la nomination de ce groupement-là, mais dans le fond, c'est un regroupement en ce moment indépendant, principalement des profs, mais pas que, mais grande partie. Puis moi, ce qui vient aussi du milieu académique finalement, même si j'ai un petit peu sauté du milieu académique pour y revenir, entre guillemets. Et on est mandaté dans le fond par le ministre de l'Environnement. Je vais abréger le nom du MEL-CCFP qui est rendu un nom de ministère bien trop long, là. Mais le ministère de l'Environnement qui change de nom tous les 6 mois, là, pour différents sujets. Puis on est indépendant au sens que souvent on publie des avis qui comportent des recommandations, puis souvent on critique le gouvernement, généralement quand t'es à l'interne comme fonctionnaire, tu peux pas trop faire. Là, on te demande d'étudier un sujet, on te demande pas de dire qu'est-ce que le gouvernement a mal fait au cours des dernières années. Nous, le mandat, c'est pas ça. Mais ça arrive qu'on pointe qu'est-ce qui a été mal fait, ou du moins comment améliorer des choses qu'on pense qui sont pas optimales en ce moment. Et comme je le disais, on est indépendant, donc c'est sûr qu'on travaille aussi sur les sujets qui nous intéressent nous, et pas seulement les mandats qui sont donnés par les ministères via le ministre. Très bien. Et donc, il y a quelques secondes, minutes, tu parlais de l'alignement, dans le fond, et d'une espèce de sur-mesure par rapport à tes intérêts personnels. Est-ce que tu peux, étant donné qu'on parle bien sûr d'un projet, ce projet des scientifiques en résidence du FRQ, qui est donc, qui s'adresse aux jeunes docteurs qui ont fait leur doctorat tu sais, dans les dernières années. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi ces intérêts que tu avais peut-être même pendant ton doctorat, pendant ton parcours académique et après, parce que tu n'es pas rentré dans ce poste directement après ton doctorat, tu as fait bien des autres choses. Peux-tu en parler un petit peu? Parce que je trouve que c'est important que les gens comprennent comment est-ce que, avec un profil PhD, on peut quand même s'aligner notre mission professionnelle avec quelque chose de gouvernemental. Tu sais, c'est pas évident des fois pour les jeunes, pour les jeunes docteurs de comprendre comment ça marche. Il y a plein de questions dans cette question, fait qu'on va essayer de les décortiquer une par une, mais dans le fond, je trouve ça toujours aussi drôle qu'on m'appelle jeune docteur, parce que moi, je me considérais tellement plus jeune, les docteurs, enfin, jeune docteur ensemble, tu sais, genre, je le vois tellement plus, parce que, tu sais, à la veine de ma trentaine, puis de mon doctorat qui date de 2021,
moi, jeune docteur, maintenant, je suis comme, ah ouais, maintenant, avec qui je travaille, effectivement, ils m'appellent la jeune docteur. Mais, tu sais, dans mon quotidien, mes amis, qu'ils soient eux-mêmes docteurs ou pas, on s'appelle plus jeune docteur entre nous. Fait qu'effectivement, j'ai le temps de travailler et sortir de l'académique. Donc, depuis que j'ai fini mon doctorat, donc c'était à l'époque, j'étais en chimie verte. Donc, trouver des solutions plus durables pour les procédés chimiques. Donc, j'ai gradué en 2021 de McGill. Puis moi, j'avais dit, des années avant ça, jamais je ferais de postdoc. C'est l'affaire que je ferais jamais. J'ai fait un doctorat un petit peu sur un coup de tête, pas fait de maîtrise, en tout cas, ça serait un balado entier à faire sur ce sujet-là. Mais j'ai dit, un postdoc, ça, là, jamais, c'est à la limite que je ne franchirai pas. J'en ai fait rire beaucoup quand j'ai pris ce poste, donc ça fait quelques mois maintenant, donc j'ai quoi les résultats fin 2023, je pense, du concours avec les FRQ. J'en ai fait rire beaucoup, que j'en ai sur un postdoc. Mais effectivement, j'ai eu le temps de travailler en fait, avec des centres de recherche, toujours un petit peu, ou du moins des think tanks, comme on les appelle, c'est quand même de la recherche, même si c'est pas forcément universitaire. Puis en fait, finalement, j'ai aussi sorti un petit peu de la science dans le contexte que j'étais avec plein de chercheurs, plein d'ingénieurs, plein de scientifiques, mais j'étais souvent dans le département des communications, ou du moins du transfert de connaissances. Donc c'était toujours lié à la science, puis c'est ça que je voulais là. Moi, je suis une férue de science et une curiosité infinie à assouvir. Donc ça allait pas changer, mais juste que j'étais plus la fille qui faisait la recherche. J'étais plus la fille qui passait des mois à trouver une réponse. J'étais la fille qui était comme, hey, génial votre rapport. Maintenant, je vais le rendre intéressant pour différentes audiences, puis accessible, puis je vais le communiquer et comme crier la bonne nouvelle à plein de monde. J'étais rendue cette fille-là, et plus la fille qui passe 3 ans dans le sous-sol à chercher. 3 ans, si t'as de la chance. Fait que c'était ça un peu mon background, effectivement, cette passion pour la vulgarisation scientifique, transfert des connaissances et rendre la science accessible, ça date de mes, je pense, premières heures de doctorat, même un petit peu avant peut-être. Puis c'est là que j'ai participé à tellement d'événements, d'initiatives, en créer quelques-unes, en présider quelques-unes de tout mon doctorat. Je pense que faire une liste exhaustive, même maintenant, je me rappelle plus que là, tu sais, je suis jeune docteur, mais mes débuts de doctorat, c'était pas hier pour tout, là. Je me rappelle plus tellement, ça remonte à 10 ans maintenant. Non, un peu moins de 10 ans. Je suis pas si vieille que ça. Un peu moins de 10 ans quand même. Mais en tout cas, jeune, pas jeune, comment dire, c'est subjectif, ça dépend de qui, d'avec qui tu parles. Mais en tout cas, si on considère le doctorat, tu sais, il y a 5 ans, il y a même pas au primaire encore. Là, il est en maternelle, donc. Mais joke à part. Donc, chimie verte, après vulgarisation, mais toujours dans le domaine très, très lié à l'environnemental. Et donc, clairement, tu as un penchant vers ce côté-là. Et c'est sûr que, en tout cas, on en parlera de qu'est-ce que tu fais dans ton rôle actuel, puis qu'est-ce que ça représente pour toi d'être là. Mais qu'est-ce qui t'a attiré donc vers le programme des scientifiques en résidence? Et je pense que c'est le bon point de départ pour après qu'on rentre sur où tu es rendu. Mais c'était un, comment tu en as entendu parler, puis deux, c'est quoi qui t'a dit, OK, ça, j'aimerais vraiment faire ça. Bah, tu sais, comme je t'avais dit, moi, faire un postdoc, j'avais dit jamais. Fait que, ça commençait mal mon affaire, tu sais. Puis, puis ça, je l'ai même dit en entrevue. J'étais comme, moi, faire un postdoc, ça m'intéresse pas. Bon, fait que, hein, comme quoi, finalement, hein, c'était possible. Hein, j'en ai surpris quelques-uns une fois encore. Mais en fait, dans le fond, ben, je pense que c'était à l'époque où c'est ça, j'étais rendue à faire mes affaires avec de la communication, de la science. Je tripais à travailler sur plein de sujets. J'ai même créé mon entreprise. Donc là, j'ai travaillé dans différents centres de recherche. Puis j'avais vraiment tourné un peu ma passion pour la chimie vers plus les énergies renouvelables et après la décarbonisation, donc tout ce qui était émissions net zéro, puis trajectoire vers atteindre la neutralité. Ça a été un peu des hasards au sens que c'est l'opportunité que j'ai eue en graduant, puis j'étais comme, baby, let's go, tu sais, je veux dire, une éolienne, j'ai aucune idée comment ça marche, mais dans quelques semaines, je vais le savoir, là, puis comme c'est parti, là. Fait que j'ai embarqué dans l'éolien, le solaire, le stockage, l'hydrogène pour ma première job. J'ai un petit peu élargi ces horizons-là avec ma job ensuite, où là, on a traité vraiment neutralité en général. Puis j'ai pris en tant que consultante à mon compte, là, en tant que travailleuse autonome. Là, j'ai fait un peu plus de l'environnement. On a parlé de santé des lacs. Je sais même plus. J'ai fait tellement de sujets. Là, j'ai plus environnement, c'est quand même encore élargi là. Mais je pense que ma passion était vraiment sur plus la lutte contre les changements climatiques, notamment l'atténuation. Là. Je me suis mise un petit peu à l'adaptation par après, là, en tout cas pour ceux qui connaîtraient les nuances, mais en tout cas c'est subtil au sens que ça reste que pour plein de monde sur l'environnement. Moi, je dirais que je suis en lutte contre les changements climatiques. Mais pour vous dire que finalement, je suis passée de
chimie verte, après énergie renouvelable, ensuite décarbonisation en général, plus aspect politique au fédéral. Et là, j'étais comme, bon, qu'est-ce qu'on fait après? Puis je suis juste trop curieuse et j'ai travaillé un petit peu avec le gouvernement provincial dans différents cadres, donc celui du Québec, le fédéral dans d'autres cadres, gouvernements locaux comme les mairies, des MRC dans d'autres cadres. Puis j'étais comme, bon, c'est toutes des bonnes noires, que j'ai vu un petit peu le dedans, ou en tout cas le périmètre en flirtant un peu avec eux autres dans différents contextes. Puis là, ce postdoc-là, la première fois je l'ai vu, je pense, c'était sur LinkedIn. Puis ça, j'ai vu postdoc, puis j'étais comme postdoc en changement climatique, j'étais comme, oui, bon, bah, c'est quelqu'un fait de la recherche, puis tant mieux pour eux autres, là. Puis plusieurs amis m'ont envoyé le lien en me disant, Alex, mais c'est tellement toi cette description, genre, faudrait que ça. Et là, j'étais comme, hey, les gars, c'est un postdoc, vous avez pas compris, comme, c'est comme ma vie, là. Ils sont comme, non, non, mais lis l'affaire, là. Tu sais, comme, ouvre-le pour vrai, puis lis l'affaire. Puis là, quand tu l'ouvres, je l'ai pas sous les yeux, là, mais il y avait une phrase, c'était comme intérêt pour le changement climatique, etc., blabla, la science de certains bidule. Jusque-là, ça fait du sens pour une bourse de recherche des FRQ, tu sais, comme là, pas de surprise sauf un. Puis là, après, t'as une phrase qui est comme, la personne doit avoir un intérêt pour vulgariser la science, communiquer à diverses audiences. J'étais comme, ah, ok. Peut-être que là, on fait un truc. Et finalement, j'ai compris aussi que c'était pas une bourse de recherche, au sens, pas comme les postdocs classiques où tu appliques tu proposes un projet, tu as un prof, puis on te dit, oui, tu as de l'argent pour faire ce projet-là. Là, finalement, je suis plus employée que chercheuse avec un projet de postdoc. Je veux dire, oui, j'ai un projet pour l'année, que le mien, c'est les bâtiments durables. Ça a été décidé quand j'ai commencé, vu le calendrier politique, le calendrier stratégique du comité, puis les efforts de même. Mais finalement, je mets mon nez dans plein de sujets qui passent partout. Je suis pas toute seule dans mon petit coin en me disant, ok, tiens, recherche ton truc, on se retrouve dans un an. C'est vraiment plus partie d'une équipe. Puis travailler sur les sujets qui passent, qui sont divers et variés, et pas moi qui ai dû inventer un projet, le proposer, attendre 6 mois, qu'on me revienne en disant, oui, t'as de l'argent pour faire ce projet-là. Là. C'est vraiment différent comme logique, effectivement. J'ai encore beaucoup d'amis qui doivent expliquer que je fais un postdoc, mais j'ai pas proposé un projet. Ce qui est quand même un petit peu surprenant, généralement, par rapport à ce qu'on a habitué quand on voit des postdocs traîner autour de nous quand on fait notre doctorat. C'est pas ça la réalité pantoute par rapport à la mienne en ce moment. Mmh. Non, c'est ça, c'est très concret, c'est très lié au réel et même à l'actualité, et on en a parlé avant l'entrevue et donc ça, c'est sûr, ça t'a attiré donc il faut remercier tes amis dans le fond de t'avoir dit: Va lire le détail» parce que c'est vraiment toi. Maintenant, j'imagine qu'il y a eu un processus de sélection, un processus potentiellement d'entrevue, par rapport à ce qui s'est passé dans ces moments-là, est-ce que tu serais capable de résumer, c'est quoi qui est attendu d'une candidate ou d'un candidat dans dans un programme ou dans un poste comme le tien de scientifique en résidence auprès d'un gouvernement? Ben, encore une fois, c'est finalement pour moi, ça a été plus une job qu'un processus de postdoc, là, au sens que pas de projet à déposer, mais c'est comme envoie ton CV, puis moi, j'ai même pas envoyé la version mégalon avec toutes les publications, je pense. Beaucoup de publications, peut-être pas toutes. J'ai pas envoyé mon CV commun canadien, truc bidule, ultra long, full académique, là. Genre, moi, j'ai misé sur c'était mon CV que j'envoyais d'habitude pour des postes dans la vraie vie, j'ai envie de dire. C'est pas le monde académique où tu commences par t'as des publications, t'as des listes de posters. Moi, j'ai jamais affiché ça sur mon CV depuis que j'ai sorti de mon doctorat. Là. Fait que j'ai vraiment envoyé mon CV comme j'ai envoyé à d'autres places. C'était via les FRQ, etc. Là, mais au sens que j'ai pas reformulé ça pour être académique alors que je l'étais plus. T'sais. Ça, puis une lettre de motivation. Et je pense que c'est pas mal tout. Après, sûrement comme une bande de questions, nom, prénom, date de naissance, quand t'as gradué, de qui, de où, de quel domaine. Sur la plateforme des FRQ, là, mais c'était plus appliqué à une job qu'appliqué à une bourse de recherche, finalement, de mon point de vue à moi, là, par rapport à tout ce que j'ai entendu de mes amis qui étaient postdoc classiques avant. Mmh. Très bien, donc et dans le fond, ça va avec ce qu'on avait parlé et où tu te sens, tu es comme dans une interface entre ce milieu professionnel, institutionnel et le milieu de la recherche, mais ça, on pourra en parler dans pas longtemps. Sinon, j'imagine que, aussi, je pense que dans ta réponse, tu m'as pas je vais pas poser la question directement non plus. Est-ce qu'il y a un processus d'entrevue en personne? Comme tantôt, je disais, en entrevue, je leur ai dit, je vais pas faire le postdoc. J'étais très, très, très franche parce qu'on dirait que j'étais certaine, tu sais, comme le poste avait l'air intéressant, mais en même temps, j'allais pas mentir pour l'avoir. Je vais pas faire semblant que ça m'intéressait si ça m'intéressait pas. Fait que je leur ai dit clairement, moi, faire un postdoc, je n'ai jamais voulu, j'en veux toujours pas. J'aime la recherche, mais j'aime juste plus la faire.
j'ai donné assez. Je veux plus être la fille qui passe. Moi, j'étais au laboratoire, sauf que là, en gouvernement, j'ai pas de laboratoire pour faire de la chimie, là, mais j'étais comme, c'est pas ça qui me tente. Moi, je suis vraiment là pour utiliser la science, enfin, qu'on la rend. Et, euh, et moi, c'est vulgariser qui me tente. C'est voir qu'il y a tout plein de connaissances qu'on n'utilise pas assez, puis qui prennent un peu la poussière sur les plaquettes d'étagère et les PDF sur Web of Science. Moi, c'est ça ma mission depuis que j'ai gradué. C'est ça que je me suis auto-donné cette mission-là, mais c'est ça qui me tente dans la vie. Et que tous les jobs ont eu, puis que je veux continuer à avoir. Fait que si c'est ça qui vous tente, on embarque ensemble. Si c'est pas ça, ben, moi, ça me manquera pas, ce post-doc-là. Là. C'est pas ça que je veux. Fait que j'étais très claire au début, là. Et bon, mais là, on le sait que tu es dans le poste, mais qu'est-ce qu'ils t'ont répondu à ce moment-là? Je pense que quelques mâchoires sont tombées. Ça a été un peu une surprise. Je pense que la question exactement, c'était pourquoi t'as appliqué? Et je leur ai dit, vous voulez la réponse officielle ou la réponse que j'ai mis dans ma lettre? Et c'était comme, les deux. Et j'étais comme, l'officiel, parce que mes amis m'ont comme poussé, mais moi, ça voulait pas faire le postdoc, ça me tente pas. Fait que j'étais à me convaincre que je veux le poste. Puis sinon, dans ma lettre, j'ai dit que la science, j'aimais beaucoup ça, les changements climatiques, ça me passionnait, puis que j'étais vraiment intéressée par le poste parce que c'était une opportunité incroyable et unique et que j'étais très curieuse d'en apprendre plus sur cette boîte noire des gouvernements. Les deux sont vrais, mais il y en avait un que j'ai mis dans ma lettre plus en avant que l'autre, mettons. Très bien. Et donc là, clairement, là maintenant, tu es dans le poste. Tu as compris que c'était pas du tout un postdoc académique et que, comme tu viens de le dire, c'est plus comme une job au sein de cette institution, mais où tu viens apporter ton know-how, ta structure de pensée, de recherche scientifique, dans le fond, et même de vulgarisation. Et donc, c'est pour ça, j'imagine que la réponse a été oui pour toi. Donc, tu rentres dans ce postdoc qui n'est pas un postdoc classique. J'imagine que là, tu étais prête à découvrir quelque chose de totalement inconnu, euh, qui était potentiellement très intéressant pour toi. Mais est-ce que tu peux nous dire, nous partager ce processus de découverte quand tu es arrivé, de comprendre c'était quoi exactement le poste, qu'est-ce qui était attendu de toi et comment tu es, dans le fond, entré en poste, entré en relation avec tes collègues, avec les gens du comité, etc. C'est sûr qu'effectivement, le comité, déjà, par exemple, ne connaît trop qu'est-ce que c'est, fait que c'est encore plus difficile d'imaginer à quoi la job peut ressembler quand déjà l'organisme est pas très connu. C'est sûr que je le connaissais parce que moi, étant dans le milieu, j'avais déjà lu leur rapport. Fait que j'ai quand même une vague idée, mais comment ça marche cette patente-là, t'en as aucune idée. Fait que c'est sûr que même si tous les avis sont sur le site web complètement public depuis le jour, c'est ça le processus. On fait un avis, on l'envoie au ministre, puis on le met sur le site web. Fait que c'est sûr que tu peux voir les produits finis, mais te demander comment l'équipe est en arrivée là avant d'y être en dedans, c'est plus difficile à savoir. C'est sûr que j'ai commencé par maintenant discuter avec des collègues, parce que dans le fond, il y a les membres du comité qui sont des profs bénévoles et pas des profs, mais en tout cas, c'est un comité, ils sont 13 maintenant, je pense. Donc, ils siègent, que tous les mois environ, on se rencontre, puis ils donnent leur avis, puis on débat de différents sujets, genre. Mais après, il y a une équipe permanente qui est comme en fait, le staff, dans les coulisses un petit peu, dont je fais partie, qui est plus du staff de fonctionnaires, entre guillemets. On ne l'est pas tous, moi la première, mais tu sais, c'est du staff qui est là à l'année. J'allais dire H24, mais non, comme non, on n'est pas là H24, mais on est là tous les jours. Contrairement aux profs qui sont plus consultés sporadiquement, entre guillemets, même si ils ont leur poste à l'année, mais c'est pas, ils sont profs à la base. Ils ont un horaire qui déborde déjà, comme vous pouvez l'imaginer. C'est pas à vous que je dois l'expliquer, je pense. Euh, mais du coup, c'est ça, on est un petit peu genre, on appelle l'équipe qui est le staff permanent, le secrétariat. Pas au sens où on répond au téléphone, mais au sens ça gère toutes les affaires en arrière pour que les profs ils puissent avancer. Donc c'est pas les profs qui vont souvent rédiger les avis, ils vont donner les idées, donner les directions, approuver plein de choses, mais il y a une équipe en arrière qui fait vraiment la rédaction pour leur libérer du temps dans le fond. Puis aussi la recherche. Quand moi on m'a donné mon sujet, comme tantôt je disais bâtiment, et ben ton ami Google est là. Donc la recherche commence. Donc j'ai exploré les méandres de Google et de tous les rapports que j'ai pu trouver sur les bâtiments durables, la résilience des bâtiments, l'adaptation, j'ai pas entendu le code de la construction au complet, mais j'en ai lu des bouts. Fait que c'est ça. Bâtiment durable. Vas-y. Vas-y, comme bâtiment. C'est ça. Fait que moi qui ai fait de la recherche
purement au laboratoire. Fait que oui, tu fais de la recherche avant de littérature, mais c'est quand même un petit peu différent comme approche par rapport à ce que j'avais connu. C'était comme, va au laboratoire et crée-nous un truc. Là, c'est comme, lis tout, puis sors des bonnes idées. Fait que c'était beaucoup de ça déjà pour me mettre dans le bain, parce que moi, les bâtiments, j'avais à peine fréquenté ce secteur-là avant. Tu sais, j'ai entendu un peu parler, j'avais quand même une vague idée des enjeux, notamment. Tu sais, t'as l'opération des bâtiments, faut le chauffer, faut l'éclairer, des trucs comme ça, qu'on pense facilement, entre guillemets, quand on vient du domaine de l'énergie, en tout cas. Mais il y a le bâtiment lui-même, tu sais. Il y a comment on le construit, comment on le démolit, comment on l'entretient. Fait que, tu sais, j'ai quand même déjà des notions de c'est quoi l'enjeu dans la décarbonation des bâtiments, puis c'est quoi les émissions liées aux bâtiments avant. Euh, mais c'est pas mon domaine pantoute. Là. Moi, j'ai pas étudié en génie ou des trucs comme ça. J'ai aucune idée par où commencer au tout début. Là. Donc, il y a eu cet aspect-là, comprendre un bâtiment, à quoi que ça ressemble. Je veux dire, on en a tous une idée, mais en même temps, non, quand tu y réfléchis vraiment, t'es sûr que c'est quoi un bâtiment, tu sais. Puis définir, tu étudies les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux, institutionnels, industriels, les neufs, les récents, les grands, les petits, en tout cas, bah, définir un peu un cadre, mais bon, ça, c'est ça, faire de la recherche. Je pense que pareil, une fois, je vous apprends rien, mais pour donner un peu des exemples à quoi ça ressemblait ma première semaine, tu sais, c'est quoi un bâtiment, les grosses questions à se poser. Puis aussi, sinon, comprendre la mécanique, là, un avis qu'on envoie au ministre, comment on arrive là, comment qu'on fait des rencontres, des quelque chose avec des gens pour arriver à un consensus. C'est pas juste moi, ma recherche, j'écris une thèse, c'est vraiment différent. Quand tu as 13 professionnels qui sont tous des experts de leur domaine à accorder, plus ou moins accorder, dans le sens que comme c'est pas l'avis d'une personne, il y a quand même un consensus, puis ils ont tous leur point de vue, fait qu'ils sont pas forcément pas tous d'accord en même temps, puis aussi, nous, on est, genre, nous, ils sont 13 membres du comité, pas forcément tous, même aucun, qui est un expert qui passe son 100% de sa semaine sur les bâtiments, là. Donc, c'était aussi aller chercher des expertises externes. Comment tu coordonnes? Fait que là, on est rendu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'input pour faire un rapport à la fin. Idéalement, pas un rapport de 500 pages parce que personne n'a le goût de le lire. Puis moi, pas moi, l'écrire non plus, là. On va se le dire. Fait que comment tu prends tout ça, plus tout Google, plus les exigences provinciales, fédérales et tout ça, les avis des citoyens, entre guillemets, au sens comme ça, il y a des besoins, il y a des enjeux de crise sociale, de crise du logement, de financement de tout ça. C'est comme, j'ai pas appelé monsieur madame tout le monde pour leur demander leur avis, mais tu sais, ça sort dans la presse, puis on a comme une idée un petit peu des enjeux socio-économiques de ça. Puis ouais, t'as un an pour le sortir un truc. Vas-y, bon, c'est parti. Donc, une des choses que je retire sur ce que tu viens de partager et ces apprentissages, là, ça fait combien de mois maintenant que tu as commencé? 8 mois? Un peu Heu, plus, ouais. un peu plus. Clairement, tu sais, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit: «Ah, je vais commencer à suivre les appels, à candidature». Une des choses que je ressens, c'est, heu, ce qui est attendu de toi comme scientifique en résidence, c'est oui, être scientifique, mais de te départir dans le fond de ta spécialité que tu as développée au doctorat pour être plus généraliste. Et c'est sûr dans un domaine, il y a un domaine quand même, délimité, mais là, c'était les bâtiments, ça aurait pu être, quelque chose de complètement différent, je ne sais pas, les voiries ou tout plein d'autres choses et toi, dans ce poste, dans le fond, c'est pas ta spécialité qui est importante, mais ta façon d'être capable de digérer tout. Parce que tu as parlé de parties prenantes qui vont te donner des avis, tu as parlé de recueil, en utilisant des moteurs de recherche, tu as parlé de rapports que tu lis, tu as même parlé du public. Je veux dire, c'est vraiment donc ce que je comprends, c'est que ce qui est demandé de la personne, c'est c'est un d'être un généraliste et d'être capable de, jongler dans le fond avec tout ça et de sortir quelque chose qui se lit bien. Donc là, le côté vulgarisation, je suis sûr, est important quand même, qui ne va pas être, trop académique dans le style non plus, j'imagine. Mais donc c'est ça, tu sais, comment dire, ton sujet de thèse là, c'est quelque chose qui est vraiment en arrière maintenant et qui n'est plus crucial ou important ou central à ce qui est demandé de toi. Ça fait très longtemps que je n'ai plus parlé de photocatalysateur plasmonique pour des réactions d'oxydation de réduction. Je ne suis plus une jeune doctorante, c'était déjà très loin derrière moi. Déjà là, le titre de ma thèse, je peux vous le sortir, je m'en rappelle, je vous promets, mais il est loin, loin, loin déjà. Mais oui, effectivement, mon expertise en chimie n'a jamais été pertinente pour ce comité-là, mais c'est plus les compétences transversales qui l'ont été. Par contre, les 3 dernières années que j'avais passées
en changement climatique à quelque part, à quelque chose, dans différents contextes. Ça a été définitivement pertinent. Puis tu sais, en ce moment là, littéralement hier, aujourd'hui, puis demain, je pense, c'est les consultations parlementaires sur le projet de loi 69 sur l'énergie. Fait que ça, pour le coup, c'est ma première job de 2021. Fait que tu sais, ça aurait pu tomber sur ce sujet-là qu'on traite en ce moment, si je pensais mon postdoc en ce moment, tu sais, comme c'est aussi une question d'actualité, puis d'agenda politique et d'agenda de plein d'affaires, de plein de monde à plein d'endroits, puis de ressources, tu sais, comme c'est un hasard, entre guillemets, que ça soit tombé sur bâtiment. Mais depuis que j'étais au comité à travailler sur moi, bâtiment, c'était mon sujet, mais j'ai aidé les autres en éco-fiscalité. Autant vous dire que c'était pas mon sujet de prédilection. J'ai appelé des amis pour me donner des petits cours d'économie 101 que je n'avais jamais eu. On va commencer par ça. Mais tu sais, c'était aussi ça, j'avais des yeux extérieurs qui comprenaient la science, qui comprennent un petit peu les enjeux politiques du changement climatique. Ouais, mais l'économie, il fallait pas me demander quoi que ce soit. Là. Mais pour réviser le document, bah, du coup, j'étais pas si mal. Tu sais. La personne lambda qui pouvait faire un test de, bon, c'est plus compréhensible. J'étais comme, mais tu sais, moi, ça fait des heures que vous en parlez, puis là, quand je vous lis, c'est pas encore super clair. Je pense que c'est pas forcément super accessible. Mais tu sais, on est quand même censé être technique, puis on est quand même sur les sujets, tu sais, le SPED, là, justement, qu'on parlait, le système de plafonnement, d'échange de droits d'émission. Je pense que j'ai eu l'acronyme au correct, au complet correct. Euh, tout le monde en changement climatique le connaît, comprend les subtilités, je suis pas sûre. Puis je peux te dire que vu la face des journalistes, quand on les a briefés par rapport à la vie, c'était comme ouf, ouais, c'est un gros morceau quand même. Comme, pour les profs qui en parlent là tous les jours depuis des années, c'était quand même déjà super vulgarisé, puis c'était quand même quasiment une évidence pour eux autres, tu sais. J'étais comme non, je pense qu'il y a des petites bases que le commun des mortels n'a pas en éco-fiscalité. Puis c'est correct, là, genre en taxation carbone, c'est pas le sujet qu'on parle à tous les matins dans tous les jobs. Là. Mais en tout cas, fait qu'il fallait être capable de jongler entre les différents sujets. Mais tu sais, il y a des postes, je pense qu'il y en a un qui vient d'ouvrir, pareil, scientifique en résidence, mais là, ça serait vraiment un poste dans une équipe de fonctionnaires, comme vraiment dans une des directions générales du ministère, etc., en milieu humide. C'est faire un doctorat en milieu humide, je pense que t'es sur la coche pour remplir ce mandat-là après. Là, moi, j'irais pas. Là. Moi, j'ai jamais touché un milieu humide. Moi, je pars en promenade, c'est tout. Là. J'ai jamais étudié quoi que ce soit là-dedans. Fait que je pense que je serais une très mauvaise personne pour ça, parce que là, pour le coup, je pense qu'il faut quand même avoir un background de biologie pour ce poste-là. Mais tu sais, ça dépend de quel mandat on pourrait te donner. Puis des scientifiques résidences pour les différents organismes, ça dépend. Mais moi, les bâtiments, je leur ai pas dit que je faisais ça. S'ils le savaient, ils Mais très bien. Et, mais dans le fond, j'imagine que tout ça aussi, ça sera clair dans l'appel à candidature aussi, s'il faut vraiment un background en biologie, par exemple. Mais maintenant, une des choses qui m'intéresse que je trouve qui est, en tout cas, quand on en avait parlé en pré-entrevue, j'avais trouvé ça très intéressant. Et tu l'as mentionné au début, c'est que pendant quelques années, tu travaillais autour de ces boîtes noires qui étaient disons, les entités gouvernementales. Et maintenant, tu es rentré dedans la boîte noire. Et tu as parlé d'un comité d'experts qui sont des chercheurs qui sont à l'université et qui vont, en tant qu'experts, faire partie de ce comité et participer donc à toutes les réflexions qui vont amener après à un avis qui est envoyé à un gouvernant. Mais toi, donc maintenant que tu es à l'intérieur, cette boîte noire, à quelque part, il y a eu un désir de leur part d'avoir au sein de leur équipe un ou une scientifique en résidence, c'est toi aujourd'hui. Et j'imagine que tu ne travailles pas seulement sur ton projet sur les bâtiments durables. Il y a aussi, ils vont t'appeler à intervenir ou à juste assister à des conversations ou à des discussions euh, au jour le jour qui ne sont pas juste uniquement en lien avec ton projet. Et je trouve que ça, c'est super intéressant de savoir que c'est aussi, tu deviens vraiment partie de l'organisme, de l'entité, mais aussi de penser que ben, l'entité, les gens qui sont autour de toi, ils comprennent que d'avoir un ou une scientifique autour de la table, c'est important pour eux. Est-ce que tu peux parler de c'est quoi les autres choses où des fois tu es appelé à intervenir ou juste à être présente ou en tout cas à représenter le poste de scientifique en résidence? Bah déjà, je suis au gouvernement, mais pas totalement. Fait que ça, j'avoue que j'apprécie beaucoup de pas être dans une direction générale et dans la grosse poutine politique
Et je suis pas au ministère. J'ai un A commercial, environnement.gouv.qc.ca, là, mais je suis pas une qui est vraiment dans le ministère entourée de fonctionnaires. Là. Ça aurait été un job très différent, je pense. Bien sûr, pourquoi pas si je compare au poste qui est ouvert en ce moment pour les milieux humides, là, ça c'est vraiment un poste qui est entouré de fonctionnaires. Là, c'est sûr qu'effectivement, comme je disais tantôt, le secrétariat est composé de gens qui sont là à l'année, qui sont du staff permanent, etc. Puis l'interface avec les profs, euh, ça c'est comme unique au comité que j'aurais pas eu dans un ministère. Que j'étais vraiment dans le ministère complètement. Là. Fait qu'il y a ça. Puis c'est comme un pied dedans, puis un pied dehors, mais quand même avec des relations super privilégiées, comme ultra méga privilégiées, avec la boîte noire que j'avais tant envie de découvrir, mais en même temps pas être dedans pour les trucs qui m'intéressaient moi. C'est quand même un sweet spot très très privilégié, et c'est la seule raison pourquoi j'ai pris le poste. Alors, la raison principale, moi c'était pour ça, là, c'était pour pouvoir comprendre comment tout ça se fait et être avec des gens qui sont, c'est comme ultra méga calés sur leur domaine, c'est incroyable, tu sais, c'est des chairs en trucs et des experts en machin, tu sais, comme c'est les CV de ces gens-là, ils sont quand même assez humbles quand tu les rencontres, mais comme c'est incroyable, tu sais, fait que moi pour le coup là, je me sens vraiment jeune doctorante à côté d'eux là. Tu sais, il y en a, c'est comme, tu sais, c'est assez incroyable à côtoyer, puis d'avoir tout ce monde-là dans une même salle en même temps. Euh, ça va vite, ça réfléchit vite, il y a beaucoup qui se dit, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions. Euh, mais tu sais, ça, c'est ultra privilégié comme domaine. Puis c'est sûr qu'en tant que scientifique en résidence, c'est le seul moyen pour moi d'accéder à ça. Tu sais. J'aurais pas fait des années au gouvernement pour espérer avoir un des rares postes sur ce comité-là, au secrétariat, que c'est ça finalement le reste du monde. Tu sais. Ils ont passé beaucoup de temps au gouvernement avant de rentrer là-dedans. En majorité, c'est pas mal ça, les profils. Puis moi, ça me tente pas de faire ça. Tu sais. Alors que là, puis j'aurais pas non plus être prof pour être membre du comité non plus. Fait que, tu sais, je suis à un poste que le fait d'être justement jeune docteur m'a ouvert des portes que j'aurais pas eues, puis c'est du monde que je connaissais d'avant pour d'autres travaux que j'ai vraiment la chance de côtoyer maintenant, quasiment pas au quotidien, en sens qu'on se voit pas tous les jours, mais tu sais, c'est quand même, si je leur envoie un courriel, maintenant ils savent qu'ils chient, puis généralement ils me répondent. Alors qu'avant, ça serait pas arrivé. Là, c'est quand même vraiment privilégié comme relation, puis une fois encore, la relation avec le gouvernement qui est aussi ultra privilégiée, que c'est rare à avoir. Il y a encore quelques jours, j'étais à une rencontre à Montréal, puis le ministre était là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça, et encore moins en tant que scientifique académique. Le gouvernement, c'est quelque chose, si tu es en du gouvernement, c'est encore une relation encore plus difficile à tisser. Ça, puis effectivement, bah, ça a été le bâtiment, mais pas que, comme tantôt je parlais, donc du SPEC, donc la taxation carbone, puis il y en a eu d'autres, puis on en commence d'autres en ce moment, fait que c'est un peu tous les sujets, et puis je te disais, tantôt on parlait de l'énergie, puis du projet de loi qui est débattu en ce moment, je peux te dire qu'une fois encore, j'étais à Montréal le jour où Fitzgibbon a démissionné et a été remplacé, là, avec le ministre de l'économie qui se fait sortir. Bah, en tout cas, c'est pas clair, on en parlera pas, c'est un autre sujet. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Puis 2 jours après qu'il se fait remplacer, puis que nous en même temps on avait nos rencontres avec l'équipe, c'est sûr que c'est des sujets qu'on a discuté aussi là, c'est immanquable, c'est le paysage politique actuel, c'est lié à l'énergie qui est clairement liée au changement climatique, la transition énergétique c'est immanquable en ce moment, puis les décennies à venir, comme tout ça là, c'est sûr que l'actualité dans les médias fait aussi partie de notre job entre guillemets, au sens que c'est dur à manquer. On n'en discute pas pendant des heures à tous les jours de tous les sujets, mais par rapport à des chercheurs académiques, je pense qu'on est plus influencé par ça. En tout cas, on est plus au courant et on se tient au courant, puis on en discute plus que si j'étais une chercheuse sur un campus qui faisait son projet en disant dans 5 ans j'y suis encore, puis je fais mes affaires, puis c'est un peu plus théorique. Et on verra qui de mes pairs lira mon article plein de jargon dans quelques années. Voilà. Et pour quelqu'un comme toi qui aime le concret et de voir le résultat sur le terrain dans un temps ou dans une fenêtre assez restreinte, je pense que ça va bien, très bien avec ton tempérament. Exactement. Je n'avais plus le goût de passer des années sur un sujet. Ça me tentait plus. J'avais trop pris au goût, trop pris goût. C'est ça. Clencher de quoi et voir les résultats en quelques semaines, quelques mois. Là, j'avoue, ça m'intéresse bien. Oui, oui. Et, ouais. Et en plus, bon, avec un peu comme tu dis là, au sein de quelque chose qui est une boîte noire pour plein de monde et plus pour toi aujourd'hui, et qui, des fois, il y a des choses qui se passent, puis le jour suivant, à la radio, on en entend parler. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut avoir cette expérience-là. Donc, je pense que, en effet, je suis d'accord avec toi que tu es dans une situation privilégiée dans un certain sens.
dans ce poste-là. Maintenant, on a parlé un petit peu de ta mission, des parties prenantes ou des gens avec qui tu peux interagir, que ce soit plus des gens de recherche ou plus tu sais, des gens de, la- de l'entité ou des gens au secrétariat, etc. Euh, une chose dont on n'a pas parlé spécifiquement, c'est de quoi ça a l'air le rendu, donc les livrables, disons, qui sont attendus de toi en tant que scientifique en résidence. Bon, on sait qu'on a on a une espèce de thème central pour toi spécifiquement qui est les bâtiments durables, mais tu viens de dire que tu participes à des réunions, on t'appelle pour d'autres choses. Est-ce que tu peux rapidement nous dire peut-être c'est quoi à la fin de ton travail sur les bâtiments, qu'est-ce qui est attendu de toi sur ça, mais aussi euh, par rapport, décrire un petit peu par rapport aux autres petites choses qui te sont demandées pendant une semaine, pendant une journée. Qu'est-ce que une scientifique en résidence qu'est-ce qu'on attend d'elle en termes de livrables et de résultats? Ben, il y a qu'est-ce qu'on attendait de moi et il y a qu'est-ce que j'ai suggéré que je pouvais faire. Mais ça, c'est super parce que ça montre qu'on on peut aussi être proactif dans le poste. Vraiment. Puis, comme de toute façon, je vous disais, j'étais aussi la première à avoir ce poste-là au sein du comité, donc c'était aussi à définir. Puis, scientifique en résidence, ça veut aussi tout rien dire pour commencer, fait qu'il y a quand même une marge de latitude intéressante là-dedans. Puis, c'est aussi une question d'opportunité. Fait qu'effectivement, moi, je travaille sur les bâtiments, donc ce qui est attendu, c'est de sortir un avis, comme on appelle ça. Donc, un avis, ça vient avec ses recommandations. Fait que c'est un PDF concrètement. Ça serait pratico-pratique, là. Combien de pages, etc. Bon, c'est encore à définir, là. On travaille dessus en ce moment. Fait que pas trop spoiler parce que moi-même, je le sais pas, de toute façon. Fait que, je vous le dirai pas parce que je le sais pas moi-même. On est encore en train de travailler là-dessus, mais c'est ça se monte. Puis, en fonction des différents inputs des différentes parties prenantes, on va voir à quoi ça ressemble au final. C'est ça la beauté de la chose, c'est que pas moi qui ai les réponses, c'est les autres. Fait que la question, c'est comment je vais la rephraser à la fin. Fait qu'on va voir à quoi ça ressemble dans quelques mois. En passant, dis-nous, c'est qui la personne à la fin qui va lire le rapport final? Beaucoup de monde, j'espère, c'est ça le but. Si c'est juste moi, ça ne me tente pas. Mais les personnes clés, allez, j'essaie de te tendre une perche pour que tu dises. Je l'ai saisie, elle est là, elle en vient la perche, c'est bon. Mais c'est ça, comme idéalement. Mais en fait, c'est sûr, même, le rapport s'en va au ministre. Le ministre de l'Environnement, ça passe sur son bureau. Après, qui le lit, je ne m'avance pas là-dessus. Mais les gens, pour vrai, sincèrement, je sais que le cabinet, au minimum, le lit. Vu les retours qu'on a par après, le cabinet du ministre de l'Environnement le lit, c'est sûr. Je m'avancerai pas aujourd'hui à dire à quel point le ministre il lit le rapport. Peut-être qu'il le lit de page en page, vraiment pendant des heures. Je dis pas qu'il le fait pas. Je dis juste que je ne sais pas s'il le lit vraiment. Oui, il est Mais très probable qu'il délègue en tout cas une partie de ce travail-là, c'est sûr. Là, mais mais c'est sur son bureau que ça va à la fin, c'est ça. ça va au bureau du ministre. L'avis commence par une lettre du président du comité qui est cher ministre, voici le rapport que vous avez demandé. Puis des détails plus politiquement corrects, qu'est-ce que je viens de dire là. Mais sincèrement, ça commence il y a une couverture avant là, mais après c'est cher monsieur le ministre, en réponse à votre mandat sur tel sujet, ben voici le rapport et voici un petit peu les grandes lignes. Fait que c'est à destination du ministre, donc cet avis avec ses constats, ses observations et ses recommandations qu'on espère à implémenter. Mais on est un comité indépendant, fait que s'ils veulent le prendre, le jeter à la poubelle, ils peuvent. S'ils veulent le prendre, étudier pendant des heures, des semaines, des mois, des années et implémenter toutes les recommandations, bah on espère qu'ils le font. Mais on peut pas le garantir et c'est pas, euh, ils ont pas une obligation de le faire. Oui, ce Donc sont ça, des recommandations, des avis, c'est ça. exactement. Donc ça, c'est la première partie. Première audience, en tout cas, du moins, on peut l'appeler même. Ça part au bureau du ministre. Mais comme je le disais, ça finit aussi sur le site web. Tout est public. Donc tout le monde peut y accéder demain si tu as Internet, ça se trouve. C'est pas sorcier, mais bon, tout le monde ne lit pas ça le matin en se réveillant avec son café, j'en suis bien consciente. Mais c'est pour ça que justement, on travaille à propager ça et de différentes façons. T'sais. Notamment via les médias. C'est pour ça que le comité a quand même une réputation, une crédibilité dans les médias, même si finalement le commun des mortels ne me connaît pas forcément. Puis comme je disais, je trouve que le nom, le comité, n'est pas forcément aussi. Le monde ne comprend pas que c'est vraiment. L'entité au complet s'appelle le comité, c'est pas un comité d'un sous-truc qui parle, mais en tout cas. On dirait que souvent le monde ils comprennent pas trop quand je dis ça, puis après ils sont comme ah mais attends aussi j'ai lu de quoi la semaine dernière dans la presse. Je suis comme c'est ça. Fait que tu sais ça tisse des liens par après mettons souvent là. Mais effectivement les médias sont quand même une audience privilégiée qu'on entretient parce que c'est là qu'on propage nos recommandations un peu plus larges que juste le cabinet du ministre. Donc il y a quand même pas mal de relations avec les médias à entretenir et à soutenir au sens que comme je disais
le SPED, ça a été un gros morceau à avaler pour moi et pour eux, de ce que j'ai compris de leur réaction, puis je comprends, c'est quand même très technique comme sujet. Fait que ça a été des communiqués de presse, des présentations, des briefages techniques, à travailler par exemple. Puis tu sais, il y a des questions qu'ils envoient par courriel, etc. En tout cas, c'est le genre de tâches qu'on a à faire dans les coulisses au secrétariat que c'est pas forcément écrit la description de poste non plus, mais moi ça me tentait venant d'un background de communication, en tout cas pas d'un background d'éducation dans cette perspective-là, mais dans mon intérêt puis dans mes tâches récentes, ça fitait très très bien. Là, fait que j'étais très contente de retravailler là-dessus puis de mettre ça en pratique d'une différente façon finalement. Non, les chercheurs ont découvert un nouveau truc. Là, je suis comme, on a fait des recommandations sur ce que les chercheurs ont trouvé il y a plusieurs années là. Fait que c'était différent de ce que j'étais habituée de faire, mais en même temps des compétences transversales que j'avais, fait que c'était vraiment intéressé à les exploiter. Puis j'espère que ça rayonne un peu plus loin que le cabinet du ministre, parce que finalement il y a aussi plein de choses dans nos recommandations que c'est un petit peu à tout le monde de faire sa part, puis qui peut faire sa part, et tout le monde chez soi, mais c'est tout le monde dans leur job. Les bâtiments, par définition, on en a tous à quelque part quelque chose. Comme si t'es pas propriétaire de ta maison, t'utilises un bâtiment quelque part. J'espère pour vous autres là. Je vous le souhaite. Il y a quand même de quoi à réfléchir. Comment on utilise notre énergie dans nos bâtiments, comment on les utilise. Tout ça, je trouve que ça peut parler à beaucoup de monde. Même à tout le monde. Puis la crise du logement, au Québec en ce moment, c'est aussi immanquable. Et puis les bureaux vides du centre-ville, post-Covid, c'est aussi une réalité qu'on a tous pu constater de près ou de loin. Là. Fait que c'est... Très bien. Après, tu as parlé de faire de la recherche, bien sûr. Il y a une thématique, tu as un mandat de faire de la recherche. Quel type de matière première, disons, tu utilises ou tu as été amené à utiliser, que peut-être tu ne l'avais jamais utilisé avant dans ce type de recherche documentaire pour collaborer ou pour répondre à des questions ou à des demandes des experts? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que tu as utilisé comme ressource que tu n'avais pas fait avant? Normalement, tu sais, comme scientifique, des articles, mais y a d'autres types de choses que dans ton poste, tu as été amené à utiliser? Je réfléchis à ce que j'ai pas fait avant, je pense qu'il y en a pas, mais par contre, c'est sûr que pour un même projet, autant de ressources de différents formats, ça, j'avais jamais fait. Peut-être que le truc le plus unique et spécial, ça serait des heures et des heures de vidéos, de consultations parlementaires. C'est une expérience à vivre. C'était pas mes premières, mais c'est quelque chose. Fait que, ouais, ça, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui les écoute. C'est ça, hein? C'est ça. De fond en comble, oui. Fait que ça, je les ai épluchés. Fait que c'est ça que j'ai lu, j'ai regardé avec attention ces vidéos, des enregistrements qu'ils arrivent de l'Assemblée nationale, je suppose. En tout cas, c'est sur leur site. Ça, c'est un peu plus unique à ce que j'avais pas fait avant pendant mon doctorat, mais dans d'autres contextes, celle sur l'hydrogène en 2022, le plaisir d'en écouter quelques-unes. Mais là, j'ai tout écouté sur le bâtiment. C'était des heures et des heures. J'ai lu les mémoires qui viennent avec, qui sont pas forcément les mêmes personnes, en tout cas pas les mêmes points mis de l'avant, puis pas forcément les mêmes angles et les mêmes emphases qui sont amenées pendant la consultation parlementaire, et pas forcément tout le temps les mêmes personnes. Fait que c'était ça aussi. Pas mal de lectures, de mémoires déposées dans le cadre des consultations parlementaires. Mais bon, c'est un PDF, c'est un livre blanc. Fait que ça, dans le format, c'est pas forcément unique, mais c'est un contexte, aller chercher les mémoires déposées, c'est pas facile sur Google, ça se trouve sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut quand même savoir ce que tu cherches. Ça, mais sinon, ça a été aussi bien dans la presse, parce que finalement, c'est là qu'ils trouvaient les meilleurs chiffres. Pour après aller chercher leurs sources, là, mais dans la presse, via les médias, pour avoir les chiffres sur les logements, en général, au Canada et au Québec, là, il y a quand même pas mal de chiffres que j'ai trouvé là-dedans, plus facilement que dans des rapports un peu plus techniques, là. Fait que, il y a eu ça, mais après, j'ai cherché des sources par ailleurs pour confirmer, mais facilement pour trouver un chiffre, pour avoir une idée de quoi qu'on parlait, tu sais, je sais pas, j'ai aucune idée de grandeur de quoi on parlait pour commencer, là. Ça, comme scientifique, lire les médias, c'est pas un premier réflexe généralement. C'était pas nouveau pour moi, mais c'est sûr que par rapport à mes années antérieures de doctorante, ça a été différent. Puis après, tu sais, je te dis, tout ce qui passe sur Google. De l'infographie au rapport de quelques pages, ouais, j'ai tout vu. J'ai vu tous les formats, je pense. Excellent. Alexandra, là, on arrive à la fin de notre conversation. À moins qu'il y ait quelque chose que
tu te rap tu sais, qu'est-ce que tu penses qui serait intéressant et qu'on n'a pas couvert, mais je pense qu'on a quand même fait le tour pas mal. J'aurais une dernière question pour toi, mais j est-ce que tu sais, par rapport à ce qu'on avait parlé en pré-entrevue, je pense on a pas mal tout, fait le tour, hein? Oui. Donc je vais te faire ma petite, question de la fin. Donc, Alexandra, donc clairement, tu as dans ces plus ou moins 8 mois, déjà de scientifique en résidence, tu as une expérience riche et enrichissante de ce que je comprends. Tu as ta place et aussi, avec ta proactivité, tu as aussi, fait ta place dans ton poste d'une certaine façon. Mais la question que, tout le monde se pose quand il voit un appel à candidature, tu sais, dans une entité qui n'est pas un centre de recherche, qui n'est pas un laboratoire, tu sais, comme tu disais, un postdoc qui n'est pas un postdoc. Les gens, ils se demandent, tu sais, c'est quoi ma place dans ce programme-là? Pourquoi est-ce que mon profil PhD serait adapté ou serait intéressant dans ce domaine-là? Et ma dernière question, donc, c'est qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, qui ont un peu ce doute de est-ce que c'est vraiment pour moi? Qu'est-ce que tu leur dirais un peu pour les inspirer et, oui, et pour les conseiller par rapport à potentiellement se candidater à cette bourse ou en tout cas à une des bourses de scientifiques en résidence? Tu sais, avec ton expérience, parce qu'il y avait le avant, où tu pensais même que ah, c'est un postdoc, je ne veux pas, et là maintenant tu es dedans, puis tu es comme j'apprends plein de choses. Bah, déjà, de base, selon moi, il devrait y avoir plus de scientifiques partout. On manque de science et de recherche partout, littéralement. Je pense que ça, ça serait jamais mauvais d'en avoir un peu plus pour la prise de décision. Je vais faire de façon très politiquement correcte. Ça va être ça, ma première réponse. Donc un peu plus de monde qui se base à données probantes pour prendre des décisions qui impactent les autres. Ça ferait du mal à personne. Donc si ça résonne avec toi, je pense que c'est une bonne opportunité d'aller voir, notamment dans les organisations gouvernementales. Il y a quand même du monde très technique au gouvernement, qui sont des experts de leur domaine, et qui sont là depuis des années. Puis c'est vraiment une expertise qui a été développée au sein du gouvernement, fait qu'ils ne publient pas des articles scientifiques qu'on entend parler à l'extérieur, mais finalement, à l'interne, il y a quand même, je dirais pas de la recherche qui est faite, mais tu sais, c'est quand même du monde qui cherche. Est-ce qu'ils font de la recherche? Je peut-être pas, mais il y a du monde qui cherche. Fait il y en a qui comprendront la nuance. Si ça vous paraît juste bizarre, c'est correct aussi. Euh, mais pour moi, je mets quand même une petite différence entre les deux. Mais ça reste, c'est quand même du monde très technique qui est pas là avec une réponse toute faite qu'il faut juste répéter. Là. C'est quand même du monde qui doit découvrir quelque chose. Fait que ça, je pense que ce processus-là de chercheur qu'on avait au doctorat et se trouve dans beaucoup de contextes. Et au gouvernement, c'est juste plus dur à savoir parce qu'on entend moins parler, alors que dans le privé, on le sait qu'ils cherchent. C'est correct, là, c'est genre, on tout bien. Là. Mais dans le gouvernement, c'est pas pour autant que ça se passe pas. C'est juste que c'est pas tous les postes qui font ça. Il y a des postes plus administratifs et plus de gestion de programme, les choses de même, effectivement. Mais j'ai des amis qui sont au gouvernement, qui font des trucs très techniques et qui cherchent et qui trouvent pas de réponse des fois. Donc, tel un chercheur, eh bien c'est terre. Ça, c'est encore effectivement le cas pour certains d'entre eux. Dans ces postes-là, il y en a aussi. Juste qu'on entend moins parler parce qu'ils sont moins invités à des conférences, etc. Mais ils sont indispensables tout autant et je pense qu'on peut beaucoup s'amuser dans ces postes-là. Faut aussi comprendre que c'est des postes gouvernementaux, donc ça vient avec une dynamique qui est différente du privé, qui est différente de ce que moi j'ai, puis qui est différente de ce que j'ai connu en tant qu'académique. Puis ça, je pense qu'il faut être dedans pour le comprendre. Puis moi je ne suis pas complètement dedans. C'est parce que à cette interface de ce comité indépendant, mais qui a un pied dedans, puis un pied dehors, etc. Là. Fait que même ça, moi, je ne l'ai pas vécu directement, mais je travaille avec ces gens-là et je vois un petit peu comment la dynamique marche. Je l'ai vu avant, puis maintenant, je la comprends encore mieux parce que là, je travaille avec eux directement. Puis c'est ça, je suis quand même... Avec un commercial environnement, ça change la donne versus ce que j'écrivais avec d'autres courriels avant. Merveilleux, Alexandra. Ben, ça paraît que t'as été tes amis ont bien fait de te pousser un petit peu parce que clairement, tu es passionné, tu passionné de ce que tu fais. Mais je te connais d'avant, puis je t'ai toujours vu passionné par ton projet principal et tes side projects. Tu es toujours passionné et plein d'énergie. Puis clairement, je pense que jusqu'à date, tu as du plaisir et tu te sens, en tout cas,
tu grandis en tant que chercheuse et plus dans ce poste-là et c'est beau à voir, de mon point de vue. Je sais que tu es très occupée aussi, donc je te remercie énormément de ce temps que tu as offert, pour qu'on puisse, avoir ton témoignage sur Horizon PhD. Je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour la continuation de ton projet et peut-être qu'on se parlera plus tard, pour voir, l'après, dans une autre saison d'Horizon PhD. Mais merci énormément, c'était vraiment, vraiment, cool de passer cette presque 1 heure avec toi. Merci beaucoup David, effectivement, on dirait que c'est encore récent pour moi, mais ça fait 8 mois déjà, mais on dirait que, tu sais, j'ai fait tellement de choses avant, puis on dirait que là, maintenant, je suis genre: «Ouais, tu sais, faut la fin s'en vient», tu sais, dans le sens que ça a été comme vraiment cool de retourner un peu aux prémices de ça, tu sais, ça va faire quasiment 1 an que j'avais appliqué à ce poste-là, fait que c'était comme assez drôle de retourner, tu sais, le long de cette histoire-là, puis de voir qu'effectivement ça a bien évolué, puis j'ai beaucoup d'amis, je suis très reconnaissante, qui m'ont encouragée là-dedans, puis que maintenant on s'en reparle autour de bière, on est: «Ah, tu te rappelles la fois tu voulais pas faire de postdoc?» Ouais, ça me fait encore rire, fait que je suis très reconnaissante à ces, ouais, beaucoup de personnes là, ils étaient quand même nombreux à me l'envoyer, fait que je suis très reconnaissante. Puis effectivement, c'était une opportunité quand même que je pense pas avoir dans ma vie, plusieurs fois, fait que je suis très reconnaissante, puis effectivement, comme toujours, avec beaucoup d'énergie et de passion, puis ça aurait pas été autrement, sinon j'aurais pas été là, ça c'est sûr. Mmh.